Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sciences Fonction. Dans cette vidéo, nous allons continuer la résolution de l'examen d'entrée en médecine de septembre 2017. Dans cette vidéo, nous allons aborder les exercices 2, 3 et 4. Et sans plus tarder, commençons par l'exercice numéro 2. Commençons par dire la question 2 ensemble. On nous dit, on attache une masse m est égale à 100 grammes à un ressort de rigidité k est égal à 10 au carré newton par mètre. De combien ce dernier va-t-il s'allonger, sachant que l'accélération terrestre est de 10 mètres par seconde au carré? Donc la première chose que je vais faire ici, c'est surligner les éléments importants qu'on me donne, c'est-à-dire la masse, la rigidité et l'accélération terrestre. Et je vais noter ici en rouge, du coup la question c'est de combien celui-ci va-t-il s'allonger? Ok, donc la deuxième étape que je vais ici faire, c'est illustrer ce qui se passe. Donc à l'instant initial, nous avons notre ressort qui est suspendu sur le plafond. Donc on va représenter le ressort comme ceci. Ça, c'est ce qui se passe à l'instant initial. Donc on a un ressort. Ensuite, on vient nous poser une masse. Donc tac, ça c'est à l'instant, on va dire T2. Et ensuite, à l'instant T3, qu'est-ce qui se passe? On sait que si ça a une certaine masse, ça veut dire qu'on aura un poids qui lui sera dirigé vers le bas, vers le centre de la Terre. C'est ce qui donne comme rallongement ceci, on va dire, plus ou moins. Voilà, avec notre masse ici. Et donc, nous, en fait, on a à la base, en fait, une longueur initiale, qu'on va dire que c'est ceci. Et on a envie de savoir, donc la question, c'est de combien il s'est rallongé, donc de combien cette longueur a varié. Et pour cela, en fait, ça se traduit que nous, ce qu'on cherche ici, c'est cette longueur, donc c'est cette variation qu'on appelle delta x. Donc, on a vraiment envie de connaître ceci. Donc, sachant cela, je sais que d'où vient cet allongement. Et maintenant, je peux donc écrire la force du ressort qui est égale à la rigidité fois cet allongement, delta x. Donc voilà, ici, je vois que je connais la rigidité, mais je ne connais pas la force du ressort. Et moi, je veux donc isoler delta x. Donc, mais pour l'isoler, il faut bien que je connaisse ceci, parce que là, du coup, j'ai qu'une équation à deux inconnus. Donc, l'objectif ici sera de déterminer la force du ressort. Et pour cela, nous allons donc utiliser la loi de Newton en statique, c'est-à-dire qu'on va dire que la somme des forces est égale à 0. Parce que ici, en fait, dans la situation 2, on considère que le, le ressort, donc la force du ressort, lui, il est en équilibre avec la force du poids. Et comment est-ce que cela se traduit? Donc, on va commencer par dessiner le poids. On sait que du coup, le poids est dirigé vers le bas, donc on va le noter P, qui est égal à M fois G. Et on sait en fait qu'un ressort, il va toujours avoir tendance à faire l'opposé de ce qu'on lui fait subir. C'est-à-dire que si par exemple, j'applique une force sur le ressort, celui-ci aura tendance à exercer une force du côté opposé, donc vers moi. Mais ici, vu que le ressort s'allonge, donc il aura tendance à faire le contraire, ça veut dire que il aura tendance à vouloir se ramener à son état initial, donc ici, vers le haut. Donc c'est ce que je vais dessiner ici. Donc je sais que la force du ressort est lui dirigée vers le haut. Voilà, maintenant que j'ai ceci, on est en physique, on a envie de mettre des équations et pour faciliter cette mise en équation, nous allons placer des axes, donc x, y. Ici, vu qu'on n'a que des forces selon y, x on n'a pas vraiment besoin, je le note quand même, et je vais prendre que y lui est dirigé vers le bas. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que comme le sens est dirigé vers le bas, je vois bien que le poids, lui, est dirigé vers le bas. Donc, dans mon équation ici, il sera positif. Tandis que la force de résistance, lui, il est dirigé vers le sens contraire de mon axe. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça se traduit que ici, dans la somme des forces, il sera négatif. Donc, c'est parti. Sachant cela, j'écris donc la somme des forces. Donc, c'est mg, donc c'est le P en fait, qui est donc ici positive, moins, du coup, la force résistante,
qui lui est négatif parce qu'il est juste du côté contraire à notre axe. Donc, je le précise. Et ceci, du coup, est égal à zéro parce que ici, je le rappelle encore une fois, on est en équilibre. Ça veut dire que notre poids, il peut plus aller, enfin, il peut plus en fait rallonger plus le ressort et que bon, le ressort, bah, lui, il n'a pas assez de force, on va dire, il n'a pas assez de force pour revenir vers le haut. Du coup, là, on peut dire vraiment qu'ils sont en équilibre. Donc, cela nous donne une équation et nous permet en fait de isoler la force du ressort qui est donc égale ici à mg. Maintenant que je connais la force du ressort, j'ai plus qu'à remplacer ceci là-dedans, ce que je m'empresse de faire, et j'obtiens en fait mg est égal à k fois delta x. Donc maintenant, on peut isoler le delta x, et pour cela, je vais diviser des parts et d'autres par k. Comme ça, à droite, je peux simplifier les k, il ne me restera plus que delta x, ce qui me donne donc delta x est égal à m fois g divisé par k. Voilà, maintenant, avant de remplacer par les valeurs qu'on me donne, c'est un piège qu'il faut faire attention et qu'il faut vraiment éviter parce que donc du coup, là, on peut quasiment considérer que le plus dur a été fait. Maintenant, en fait, faut analyser ce qu'on nous donne, qu'est-ce que cela veut dire. Ici, on travaille dans le système international, c'est-à-dire qu'en fait, la masse doit être exprimée en kilos. Bon, ici, l'accélération, c'est en mètres par seconde. Une force, ben, c'est en newton. Bon. Mais ici, en fait, j'attire surtout l'attention pour la masse, parce qu'on a une masse, et celle-ci, malheureusement, est donnée en grammes. Donc, avant de remplacer ceci dans notre équation, en fait, on va le transformer en kilos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, 100 grammes, c'est égal à 0,1 kg. Maintenant que j'ai transformé la masse en kilos, je peux maintenant remplacer par les valeurs et trouver la longueur d'allongement totale, ce qui me donne donc la masse 0,1 fois, ben, G ici on me dit que c'est égal à 10, divisé par 10 au carré. Autrement dit, en fait, ceci me donne 1 divisé par 100, et ceci me donne 0,01 mètres. Or, ici dans notre choix, dans nos cas de choix, on ne donne que des réponses en centimètres et 1 en mètres, qui n'est pas celle-là du coup. Donc, pour aboutir au résultat, on va transformer ceci en centimètres. On sait que 1 mètre, c'est égal à 100 centimètres, autrement dit 10 au carré. Donc ça me donne 0,01 fois 10 au carré centimètres. Donc du coup ici j'ai converti les mètres en centimètres. Et ce qui me permet de trouver que l'allongement est égal à 1 centimètre. Et donc il fallait entourer le choix numéro 1. Maintenant, passons à la question suivante, donc la question 3. On nous dit une masse m est égale à 10 au cube kilo exécute un mouvement circulaire à vitesse constante v est égal à 10 au cube mètre par seconde et de rayon r est égal à 1 km. La force centripète nécessaire pour se faire vaut. Donc ici on nous demande de calculer la force centripète. Donc je commence par souligner les éléments importants qu'on me donne dans l'énoncé. On me donne la masse, on me donne une vitesse, on me donne le rayon, et on me dit que c'est un mouvement circulaire à vitesse constante. Donc mouvement circulaire à vitesse constante nous rappelle donc au MCU. Donc on a un cercle. Il faut savoir qu'en fait la force centripète, c'est la force dirigée vers le centre du cercle. Ceci. Et donc on note le rayon R. Et du coup on connaît la formule de la force centripète qui nous dit que la force centripète est égale à la masse fois l'accélération centripète. Où l'accélération centripète, je le rappelle, n'est rien d'autre que la vitesse au carré divisé par le rayon. Donc voilà. Ici, en fait, la difficulté de l'exercice, c'est surtout
de mettre tout ceci dans le système international. Donc c'est-à-dire que la masse ici doit être en kilos, on vérifie, c'est fait, c'est en kilos. Ici, la vitesse est en mètres par seconde au carré, donc du coup, sachant que dans le système international, on travaille avec des mètres et des secondes, donc la vitesse, c'est OK. Mais le rayon, par contre, c'est égal à 1 km. Or, on sait que pour une distance, dans le système international, on travaille en mètres. Donc la seule transformation à faire ici, c'est se dire, OK, le rayon qui est égal à 1 km n'a rien d'autre en fait, égal qu'à 1000 mètres. Donc, maintenant que je sais ceci, il suffit juste de calculer ceci à la calculatrice, et ça va me donner en fait 10 au cube, fois ici, je vais avoir la vitesse au carré, qui lui est donné par 10 au cube, donc je vais avoir 10 au cube, le tout au carré, divisé par 1000, et 1000, je le rappelle, c'est 10 au cube aussi. Donc je vois que ici les 10 au cube s'éliminent, et il ne me reste plus que 10 exposant 6 newtons. Autrement dit, je trouve une force centripète qui est égale donc à 1 million de newtons. Et ceci clôture la question numéro 3. Nous allons maintenant passer à la question suivante qui est la question 4. On nous dit une balle de tennis est lancée avec une vitesse V0 sous un angle de 30 degrés avec l'horizontale. En supposant que la résistance de l'air est négligeable, quelle est la vitesse de la balle au sommet de sa trajectoire? Donc la première chose à faire, c'est souligner les éléments importants qu'il nous donne. C'est-à-dire ici que la vitesse V0 fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Autrement dit, si je représente ceci, on va voir que la vitesse, comme ça, fait un angle horizontal, fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale, comme ceci. Donc, ça, vous devez normalement vous rappeler que ça fait appel à une notion lorsqu'on a une vitesse initiale et qu'on lance l'objet avec une certaine vitesse initiale et un certain angle. Ça va nous donner en fait un mouvement qu'on appelle le mouvement parabolique. Je le représente ici en fait. Donc j'ai la balle. Si je le lance avec une certaine vitesse, je sais que celle-ci aura une trajectoire comme ça. Donc, autrement dit, ça va faire quelque chose de ce genre-là. Et nous, on nous demande de trouver la vitesse de la balle au sommet de sa trajectoire. Donc, je tiens euh, à mettre ici donc en rouge le sommet de la trajectoire. Pourquoi est-ce que je mets ceci en rouge? Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on nous demande en fait de trouver la vitesse à cet endroit-là. Or, la vitesse à cet endroit-là, donc la hauteur maximale, donc sachant que si on part du principe que ceci est l'horizontale, on sait que du coup, en hauteur maximale, euh, notre vitesse en fait verticale sera nulle, vu qu'en fait elle a atteint le maximum. Donc ça veut dire qu'en fait, une fois qu'elle atteint le maximum ici, notre vitesse, on est d'accord, elle est nulle parce que verticale évidemment, hein, la vitesse verticale, parce que voilà, après elle commence à redescendre. Donc on est d'accord que ici ça aurait pas été nul parce qu'on est d'accord que ici on voit bien qu'on a encore une petite variation en y. Tandis qu'ici, lorsqu'on se retrouve au sommet, il n'y a plus de variation en y. Donc ça veut dire qu'en fait la vitesse qu'on nous demande ici lorsque notre balle est au maximum, c'est une vitesse qui est en fait tangente à la courbe. Et la vitesse qui est tangente à la courbe, c'est une vitesse horizontale. Autrement dit, c'est la vitesse horizontale qui est ici. Et pour cela, en fait, il suffit de faire un triangle rectangle et utiliser la fameuse relation SOHCAHTOA qu'on a vue dans la première vidéo. Sauf que ici, au lieu d'utiliser le SO, on va utiliser le K. C'est-à-dire que le cosinus, ceci veut dire que le cosinus de l'angle, ici 30 degrés, n'a rien d'autre égal que à l'adjacent sur l'hypoténuse. Qu'est-ce que l'adjacent et qu'est-ce que l'hypoténuse? On va voir ça tout de suite. Donc, nous avons une vitesse initiale, qu'on note ici V0.
cette vitesse initiale V0 sur notre plan cartésien XY que je vais noter comme ça. Donc ici c'est Y et ici c'est X. Ben, en fait, cette vitesse n'est rien d'autre en fait que la composante en X, que je mets ici en vert, plus la composante ici en bleu. Donc ça veut dire, autrement, de manière mathématique, ça veut dire en fait que ma vitesse initiale V0 a des composantes en X, donc je mets ceci comme étant V de 0x, et elle a des composantes en Y que je note V0y. Donc maintenant que je connais ceci, je vois bien que ce que moi je dois trouver, c'est en composante en X, parce que je le rappelle, ici, lorsque je suis au sommet, je vais avoir uniquement une vitesse qui va être tangente à la courbe et qui est la vitesse horizontale, donc c'est-à-dire V de OX. Donc c'est parti. En utilisant la relation suivante, je vois bien en fait que A, ici donc l'adjacent, c'est V de 0x, donc du coup la vitesse que je cherche, et H, l'hypoténuse n'est rien d'autre que V0. Donc, ce qui me donne que cosinus de 30 degrés n'est rien d'autre égal que V0x divisé par V0. Si je veux isoler V0x, j'ai qu'à multiplier de part et d'autre par V0. C'est ce que je vais faire. Comme ça, je peux éliminer les V0 à droite entre eux et isoler V de 0x. Et je trouve finalement que la vitesse, lorsque ma trajectoire est à sa position maximale, donc V0x, n'est rien d'autre égal que V0 fois cosinus de 30 degrés. C'est-à-dire que la question qu'il fallait choisir ici, c'est la question 3, autrement dit, c'est le choix numéro 3. Ainsi s'achève cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer la résolution des exercices de l'examen d'entrée de septembre 2017. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si quelque chose n'a pas été clair sur la résolution d'un des exercices, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on y répondra assez vite. Et je vous dis à bientôt pour la suite sur la chaîne Science Fonction.